plus de 380. Plus de 380 tués sur les routes calédoniennes depuis l'an 2000. À qui le tour ? Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la science. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sécurité routière. Mais d'abord, quelques chiffres. Chaque année, un grand nombre de nos concitoyens perdent leur vie sur nos routes. La Nouvelle-Calédonie est même devenue l'un des territoires les plus meurtriers de France. Rien qu'en 2014, le bilan s'est avéré des plus lourds, avec 71 morts et 560 blessés. Mais comme le dit le slogan, c'est pas la route qui tue, mais bien notre comportement au volant. Quelles sont les causes de cette hécatombe? Quelles sont les consignes de sécurité et quels sont les comportements que les automobilistes doivent respecter et d'adopter? Nos réponses en images. Ce jour-là, alors que le temps était beau, il y avait une journée radieuse, j'ai repris la route avec une très petite pause juste de déjeuner. C'était une piste très escarpée, difficile. Je me suis vue consciente jusqu'à dans une courbe où pour moi j'étais encore sur la route et je voyais la route. En fait, j'ai eu un assoupissement, une perte de la vigilance et j'ai dérapé au moment où j'ai repris conscience, on va dire. J'ai donc appuyé sur le frein par panique, je n'ai pas su ramener la voiture s'est déportée, est partie en courbe et est montée sur le talus. J'aurais pu... Elle ne s'est pas retournée fort heureusement, mais elle était en dévers et en mauvaise position. J'ai rien eu à part une brûlure au niveau de la poitrine, avec la ceinture. C'était un vendredi soir, j'allais chez un ami et aux abords d'une intersection à feu, j'ai vu, moi j'avais la priorité, j'avais le feu vert. J'ai vu un véhicule arriver assez vite, je pensais qu'il s'arrêterait, mais en fait le véhicule n'a pas marqué le feu rouge, a grillé le feu et m'est rentré dedans en choc frontal. Les facteurs de risque étaient réunis puisque j'avais une accumulation de fatigue sur plusieurs jours. La ceinture m'a bien maintenu sur le siège. La ceinture de sécurité qui m'a sauvé. Si j'avais pas ma ceinture, peut-être j'aurais pu passer par deux. J'aurais été éjecté. Ce que je conseillerais, c'est de mettre la ceinture en permanence parce que si déjà à partir de 50, 60, un choc c'est violent, sans la ceinture, ça peut faire très mal, quoi. La vitesse est l'une des causes principales des accidents de la route. On dit que rouler plus vite vous fait gagner du temps. Eh bien non, enfin pas vraiment. Sur 100 km, rouler à 130 km/h au lieu de 110 km/h vous fait gagner seulement 12 petites minutes. Franchement, est-il raisonnable d'appuyer sur l'accélérateur et de risquer sa vie pour seulement 720 secondes? Nous allons voir tout de suite pourquoi la vitesse est l'une des causes principales de nos accidents sur nos routes. Alors nous étions sur la piste du centre de contrôle technique de Rivière-Salée, le centre de contrôle technique de la DI3T, où se réalisent les contrôles techniques des véhicules et les tests de freinage pour les homologations. Donc nous avons utilisé une portion de ligne droite, nous avons disposé des plots et nous avons mesuré la distance de freinage du véhicule. Et nous avons surtout démontré que si nous multiplions la vitesse par 2, nous multiplions la distance de freinage par 4. Quand on roule 2 fois plus vite, il faut 4 fois plus de distance, de mètres, pour s'arrêter. C'est le résultat de l'énergie cinétique. Et surtout, nous avons démontré que si on arrive trop vite en agglomération, on ne peut pas éviter le piéton qui est simulé par le ballon que vous allez voir dans les essais. Alors, qu'est-ce que c'est la force cinétique? Tout objet en mouvement possède de l'énergie appelée énergie cinétique. Si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente également.
Par exemple, à 50 km/h, on parcourt 12 mètres pendant le temps de réaction, c'est-à-dire avant d'avoir appuyé sur la pédale de frein, et 12 mètres durant le freinage. Ainsi, il faut 24 mètres pour arrêter entièrement le véhicule. À 90 km/h, il faut 64 mètres. À 140 km/h, il faut 134 mètres. Cette énergie est un facteur aggravant lors des accidents. Notre distance de freinage ne dépend pas de notre vitesse, mais dépend du carré de la vitesse, c'est-à-dire de la vitesse multipliée par elle-même. Quand je roule 2 fois plus vite, je vais avoir 4 fois plus d'énergie cinétique, donc ma distance de freinage va être 4 fois plus loin. Quand je roule 3 fois plus vite, par exemple entre 30 km/h et 90 km/h, je ne vais pas m'arrêter, non pas 3 fois plus loin, mais je vais m'arrêter 9 fois plus loin. Cette énergie cinétique, c'est une énergie invisible, hein. E égale mc2, c'est une énergie invisible, mais c'est une énergie qui est bien présente, qui augmente considérablement notre distance de freinage, et c'est cette énergie cinétique qui va faire la violence du choc en cas d'accident, qui va faire la décélération, qui va faire l'effort sur le corps humain en cas d'accident. Donc nous avons disposé les plots selon un pas de 10 mètres, donc les grands plots représentent une distance de 10 mètres, et chaque petit plot entre représente 1 mètre, pour bien montrer, pour bien démontrer quelle est la distance de freinage, la distance d'arrêt du véhicule. Un bon freinage, c'est un freinage dégressif. C'est au début du freinage qu'il faut appliquer la plus grande force sur la pédale de frein, qu'il faut vraiment casser sa vitesse, réduire sa vitesse pour limiter les dégâts en cas de choc et puis surtout pour se donner l'opportunité d'éviter l'obstacle qui est devant nous. Si par exemple je roule à 90 km/h à 25 mètres par seconde et que je vais vraiment écraser, solliciter au maximum la pédale de frein, très rapidement je vais faire chuter ma vitesse entre 60, 50, 40 km/h. Et là, je vais récupérer la manœuvrabilité de mon véhicule pour éviter l'obstacle. Ou bien, si malheureusement j'ai un accident, j'aurai un accident dans une vitesse de survie pour le corps humain. Et je veux le rappeler ici, la vitesse de survie du corps humain dans un bon véhicule avec une bonne ceinture de sécurité, c'est 65 km/h. Donc lorsqu'on se déplace plus rapidement, notre priorité en cas d'incident, c'est de réduire notre vitesse, casser la vitesse et revenir dans la vitesse de survie. Toutes les voitures modernes aujourd'hui sont équipées de l'anti-blocage système, donc l'ABS ne raccourcit pas dans l'absolu la distance de freinage, mais empêche le blocage, donc permet d'avoir le meilleur freinage possible. Et l'avantage aussi quand on a l'ABS, c'est de pouvoir conserver la manœuvrabilité, la direction du véhicule, c'est-à-dire qu'on peut freiner et éviter l'obstacle, ce qu'on ne peut pas faire si les roues sont bloquées et que le véhicule glisse. Alors, la vitesse a plusieurs effets sur le corps humain. Le premier effet de la vitesse, c'est de réduire notre champ de vision. Plus je roule vite, moins j'ai de vision périphérique. C'est la raison pour laquelle le cerveau aime la vitesse et que nous aimons tous la vitesse, que la vitesse est plaisant, puisque plus je vais vite, moins j'ai d'informations qui passent dans le cerveau et moins j'ai besoin de mobiliser mon cerveau et plus je me sens détendu, relaxé, attentif. En fait, je traite beaucoup moins d'informations. Beaucoup d'automobilistes ont des accidents et se percutent dans des intersections et déclarent ensuite « Ah, mais je ne l'ai pas vu arriver, je n'ai pas vu qu'il arrivait de la gauche, je n'ai pas vu qu'il arrivait de la droite ». Et c'est tout à fait logique puisque à partir de 90, 100 km/h, nous n'avons plus que 45 degrés de vision nette. C'est le premier effet de la vitesse. Second effet de la vitesse, c'est qu'on emmagasine une grande énergie cinétique. C'est une énergie destructrice. Quand j'ai une grande énergie cinétique et que je vais m'arrêter brutalement contre un obstacle fixe, et que j'ai un choc contre un obstacle fixe, je vais devoir dissiper toute l'énergie cinétique des corps en déplacement, donc l'énergie cinétique du véhicule, mais surtout l'énergie cinétique des occupants à l'intérieur du véhicule. Le seul moyen de dissiper cette énergie cinétique, c'est d'avoir une ceinture de sécurité et de bien la porter, qu'elle soit bien tendue sur les points rigides du squelette, et d'avoir un accident avec une vitesse compatible avec notre survie. La vitesse maximum à laquelle peut survivre le corps humain, c'est 65 km/h. Si on frappe l'obstacle beaucoup plus vite, la ceinture de sécurité ne va pas casser, le squelette ne va pas casser, mais les organes à l'intérieur du corps ne vont pas résister à la décélération, à la quantité d'énergie cinétique qu'on va leur impliquer. Donc un corps humain de 70 kg dans un véhicule lancé à 50 km/h contre un obstacle fixe, c'est 1 tonne à dissiper. Donc la ceinture de sécurité va dissiper 500 kg sur sternum clavicule et 500 kg sur les os du bassin. C'est possible, ça fonctionne car
c'est très bref, un accident c'est 2 à 3 dixièmes de seconde, donc le squelette va supporter cet effort, va supporter cette décélération grâce à la ceinture de sécurité. Car si vous allez vous écraser sur le volant ou sur le tableau de bord avec une force d'1 tonne, c'est un décès assuré. Si vous êtes passager à l'arrière et que vous n'êtes pas ceinturé, vous allez venir écraser le siège qui est devant vous avec une force d'1 tonne. Donc non content de vous tuer, vous allez aussi tuer le passager qui est assis devant vous, soit le conducteur, soit le passager. Dernière précision, un enfant de 30 kg, dans le même accident à 50 km/h, c'est un projectile de 600 kg. Donc s'il n'est pas ceinturé, s'il n'est pas bien attaché, il n'a aucune chance de survie. Bien souvent, c'est lors de petits trajets du quotidien que l'on néglige la ceinture de sécurité. Mais savez-vous qu'en cas de choc à 20 km/h, vous risquez la mort? La ceinture de sécurité, c'est une question de vie ou de mort. Je vous laisse maintenant avec monsieur Manuel Cellard qui va nous éclaircir l'esprit. La ceinture de sécurité, ça sauve des vies. Elle est obligatoire à l'arrière comme à l'avant. Ne pas la porter, c'est 10 000 francs d'amende. Arrêtons le massacre. Protégeons la vie. Changeons. Dans un accident, ça va très vite. La seule chose à avoir, c'est ça, c'est la ceinture. Scientifiquement parlant, la ceinture aujourd'hui, elle est reliée avec ce qu'on a dans le volant, un petit peu partout, c'est les airbags. Donc l'airbag, en fait, il est fait pour me réceptionner après avoir explosé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un airbag, c'est pas comme un ballon qu'on gonfle, hein, c'est du tissu, c'est très poreux. C'est une capsule de gaz comprimée qu'on décomprime très rapidement au moment de l'impact avec une charge explosive. Pendant que mon airbag il va exploser, d'accord, il va mettre quelques dixièmes de seconde pour exploser, ma ceinture elle est programmée pour me tirer dans mon siège et me retenir et me relâcher ensuite progressivement. C'est ce qui permet en fait sur un choc violent de résorber avec la déformation du véhicule, de réduire au maximum l'impact. Tout en sachant que l'impact maximum admissible pour un corps humain sur une décélération violente, ça va être 64 km/h. Sur un choc au-delà de 64 km/h, il y a peu de chances qu'on puisse résister. On risque d'avoir un certain nombre d'hémorragies internes et de décéder d'hémorragies internes suite à l'accident. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les accidents ont toujours lieu près du domicile. Parce que quand on roule sur les routes qu'on connaît, c'est là où on a le moins de vigilance, puisqu'on conduit par habitude. Donc s'il y a quelque chose qui doit se passer, c'est là où on aura l'accident, parce qu'on n'est pas attentif la plupart du temps. Et qui dit aussi habitude et endroit qu'on connaît, c'est là où on a tendance à rouler plus vite. Donc si je roule plus vite et en étant moins vigilant, il est évident qu'il faut toujours porter la ceinture. Surtout, je dirais, sur ces petits trajets. La ceinture, ça doit être le premier réflexe quand on monte dans la voiture. Alors, c'est vrai qu'il y a, dans les contradicteurs de la ceinture de sécurité, il y a toujours des gens qui disent « oui, une ceinture, elle peut se coincer, etc. » Aujourd'hui, dans les faits, le non-port de la ceinture, c'est ce qui fait qu'on a nos 67 morts, alors qu'on devrait en avoir moitié moins si on avait eu des ports de ceinture. En tout état de cause, la ceinture, elle sauvera toujours plus de vies que ce qu'elle est susceptible d'en prendre. Par contre, pour ceux qui estiment ou qui ont peur en fait que cette ceinture de sécurité puisse se bloquer, il faut savoir qu'il y a plein de petits dispositifs qui existent, qu'on peut mettre dans la voiture avec une petite lame cachée qui permet en fait de découper la ceinture en cas d'accident. C'est des petits appareils qui se mettent, qui se fixent au niveau du tableau de bord et qui peuvent être utilisés pour briser les vitres. On a des brise-vitres, on a des découpages de ceinture. Donc tout ça, c'est des appareils qui existent. En fait, l'airbag, on pourrait penser que ça pourrait remplacer la ceinture, mais pas du tout. L'airbag, il est là en fait en complément de la ceinture. L'airbag, il ne faut pas oublier qu'il explose. Donc si mon airbag en fait, il se déclenche et que j'ai pas de ceinture au moment de l'accident, je vais taper dans l'airbag. Et un airbag, c'est un coussin gonflable où on doit rentrer dedans au moment où il se dégonfle. Puisque si on rentre au moment où il se gonfle, on va avoir affaire à une surface qui va être proche, on va dire, en termes de sensation, du béton. C'est-à-dire qu'un airbag, si je rentre dedans sans ceinture, il y a plus de chances que je me blesse qu'autre chose en fait. Je risque de me faire très mal. Alors des airbags, aujourd'hui principalement, vous en avez 2 au minimum dans les véhicules, c'est les airbags dits frontaux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans le volant pour le conducteur et un qui est dans le tableau de bord pour le passager. À noter que quand vous transportez des enfants à l'avant,
L'airbag côté passager, il faut penser à le neutraliser, hein, surtout quand on transporte des enfants dos à la route en fait, hein, avec les petits dispositifs prévus à cet effet pour les tout petits. Et puis des airbags, vous avez aussi des airbags rideaux hein, qui peuvent être dans les montants sur les côtés. Donc l'airbag, il a pour vocation effectivement de protéger de certains chocs, puisqu'on va taper dedans généralement au moment où il se dégonfle. Et puis surtout, s'il y a du bris de verre, de la casse ou des choses comme ça, l'airbag, en fait, en explosant au moment de l'impact, il va éjecter aussi un certain nombre de choses en dehors de la figure, du visage du conducteur. Je crois que la seule protection qu'on a, et la vraie et la plus efficace, c'est notre ceinture. Donc il faut faire en sorte, quand je suis au volant, de mettre ma ceinture, peu importe le trajet que je fais, de faire en sorte que tous les gens dans ma voiture aient leur ceinture. Et puis je pense aussi aux plus petits d'entre nous, parce que les enfants, il faut qu'ils voyagent dans des sièges adaptés, avec des rehausseurs, ceinturés correctement. Il ne faut pas oublier que nos enfants, c'est quand même notre avenir. Donc tous dans la voiture, ceinture, devant, derrière, les petits, les grands, les vieux. On va faire en sorte d'essayer de ne pas perdre la vie au mauvais moment. Vision altérée, perte de réflexe, manque de concentration, inattention et j'en passe. Être sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue alors que l'on conduit peut avoir des effets désastreux sur la route. On met ainsi sa vie en danger, mais aussi celle des autres. Prendre le volant en ayant bu, c'est irresponsable. Le faire, c'est vous exposer à une sanction allant de 15 000 francs d'amende à un séjour en prison. Arrêtons le massacre. Protégeons la vie. Changeons. L'alcool va interagir avec le cerveau et donc va entraîner des perturbations. Et notamment, il va rallonger le temps de décision, le temps que la personne va faire pour décider d'appuyer sur le frein ou d'éviter de bouger le volant afin d'éviter l'obstacle. Et aussi, à faible dose, l'alcool est un désinhibiteur, c'est un tranquillisant, il va désinhiber. Et en fait, on va se sentir puissant, on va devenir imprudent, quoi. Donc on va prendre des risques. Le cannabis, donc il y a plein de produits. Parmi les 60 cannabinoïdes, il y en a 2 qui sont intéressantes. Il y a le delta-9 tétrahydrocannabinol, le fameux THC, et puis il y en a un autre, c'est le cannabidiol. Le cannabidiol, il va antagoniser les effets du THC, c'est-à-dire qu'il va s'opposer aux effets du THC. Par rapport à la conduite, c'est le THC qui est dangereux, voilà. Et parce que c'est le THC qui va entraîner tous les troubles. Alors, comment ça fonctionne dans notre cerveau? Dans le système nerveux, les neurones transmettent l'information et communiquent entre eux à l'aide des neuromédiateurs. Les substances psychoactives comme l'alcool et le cannabis vont perturber leur fonctionnement car les drogues favorisent la dopamine. La dopamine, elle sert à associer des sensations agréables. En surproduisant ce neuromédiateur, les drogues augmentent la sensation de plaisir, mais cela peut engendrer d'autres effets. Par exemple, la diminution de la vigilance, la perte de contrôle de son véhicule et une augmentation du temps de réaction. Quand on fume un joint, qu'on inhale, très rapidement, les molécules vont partir dans la fumée. On va inhaler la fumée, ça va être au contact des alvéoles pulmonaires, où il y a un échange. Le THC, donc la molécule active, passe dans le sang et elle va aller directement au cerveau. Donc en quelques minutes, très très rapidement, elle sera au niveau des cerveaux. Et au niveau du cerveau, au niveau des différentes zones du cerveau qui contrôlent le jugement, qui contrôle la pensée, les réflexes, etc. Tout ça va être atteint parce qu'il y a des récepteurs au THC dans le cerveau. Et tout ça va être atteint et pour être perturbé. Si une personne traverse la route, eh bien, premièrement, on va mettre du temps avant de se dire « Tiens, je vois une personne qui traverse la route ». Déjà, ça va prendre du temps. Et puis ensuite, on va prendre du temps pour se dire il va falloir que j'appuie sur la pédale. Et une fois qu'on s'est dit il va falloir que j'appuie sur la pédale, eh bien la transmission de l'influx nerveux va être plus lente. Entre le cerveau et le pied, on va mettre plus longtemps à appuyer sur la pédale.
Comme pour l'alcool, le cannabis va interférer avec les réflexes, avec le cerveau, avec les mécanismes du cerveau qui font que on va mettre du temps avant d'appuyer sur la pédale de frein ou avant d'éviter l'obstacle, quoi. Tout de suite, nous allons retrouver M. Goyard, qui va nous expliquer les dégâts que peuvent engendrer les accidents sur une voiture. Pourquoi les pare-chocs des véhicules sont-ils en plastique? Pourquoi il faut régulièrement entretenir son automobile? Réponse en images. Donc nous sommes ici pour expertiser une Opel qui vient d'être accidentée. Donc tout d'abord, ce véhicule est vraiment en mauvais état. Il y a de la corrosion perforante dans la carrosserie. La carrosserie est percée par la rouille. Il y a un premier choc à l'arrière du véhicule. Donc ça, c'est un choc ancien, un choc arrière, qui fait que ce véhicule roulait avec des vitres cassées, du scotch à la place des vitres et un certain nombre d'organes de sécurité endommagés, comme le feu arrière qui est cassé, la roue de secours qui ne rentre plus dans son logement, le haillon qui ne ferme plus. Et je constate un choc avant récent, un accident qui vient de se produire. Donc c'est un choc avant d'intensité moyenne, hein, je dirais une vitesse de 30 à 40 km/h avec une déformation derrière le pare-choc. Hein. Donc les voitures sont conçues pour absorber de l'énergie cinétique, pour se déformer en cas d'accident. On le voit bien ici, hein, la traverse avant, le radiateur, les condenseurs ont bien été déformés. Et le capot aussi a rempli son office, c'est bien déformé. Les feux sont cassés, ont été cassés dans l'accident. L'aile est déformée. Donc pour vérifier jusqu'où sont montées les déformations, donc nous ne pouvons plus ouvrir la portière, signe que l'aile a reculé sous la violence du choc. Au moment de l'accident, ce conducteur avait des pneus en très mauvais état, hein, usés à 100%, on ne voit plus les témoins sur le pneu avant droit. Le pneu avant gauche est dans le même état, on ne voit plus ses dessins, il est usé à 100% et surtout la dimension des pneumatiques à gauche et à droite sont différents. Donc ce véhicule circulait avec une grande roue côté gauche, une petite roue côté droite, ce qui perturbe beaucoup la stabilité du véhicule. Il faut avoir des roues de même dimension. Donc à l'intérieur, donc le compteur affiche 40 km/h, compteur mécanique, donc c'est bien la vitesse du choc au moment de l'accident. Ce véhicule a déjà été accidenté puisque l'airbag a déjà été déclenché et le cache a été refermé et scotché. Donc le conducteur n'a pas pu profiter de l'efficacité de l'airbag dans le choc. Je constate aussi que le volant de direction, la colonne de direction est écrasée et inclinée, ce qui montre que le conducteur qui n'était pas ceinturé est venu s'écraser contre le volant. Et son siège aussi est cassé et a été projeté vers l'avant, ce qui indique qu'il y avait un passager à l'arrière qui est venu s'écraser et qui est venu pousser le conducteur sur le volant. Concernant le passager, nous avons une belle trace de tête ici, hein, donc le pare-brise a été poussé de l'intérieur vers l'extérieur, qui montre que le passager avant n'était pas ceinturé et est venu s'écraser sur le pare-brise et que son siège a été très endommagé dans le choc. Lui aussi a été poussé par le passager arrière non ceinturé. Alors pouvaient-ils mettre leur ceinture? Le passager avant aurait pu mettre sa ceinture, mais la ceinture du passager arrière ne se déroule pas, elle est bloquée, donc la ceinture arrière était inopérante. Donc on a un accident typiquement calédonien avec un véhicule pas en très bon état, pas très bien entretenu, avec des mauvais pneus, avec des conducteurs et des passagers qui ne sont pas ceinturés, et que dans ce cas de figure, il y a plus de dommages sur les passagers à l'intérieur du véhicule que sur le véhicule en lui-même. Le véhicule n'est pas très déformé, le véhicule n'est pas très endommagé, mais les passagers qui n'étaient pas ceinturés, eux, ont subi des dommages importants, écrasement contre le siège qui est devant, écrasement contre le volant
écrasement contre le pare-brise. Donc déjà, à 40 km/h, on est dans un choc très violent qui provoque des dommages corporels. Maintenant, on va regarder le résultat d'une collision sur une berline. Donc un choc avant de grande intensité, 50 km/h environ, avec une face avant qui s'est complètement déformée, une traverse qui s'est arrachée, un capot complètement replié et des dommages aussi à l'intérieur du véhicule. Donc les dispositifs de sécurité ont fonctionné, en particulier les deux airbags, l'airbag passager de ce côté-là, l'airbag conducteur, la ceinture de sécurité équipée d'un rétracteur qui a fonctionné. Mais ce sont des dispositifs à usage unique, c'est-à-dire qu'après l'accident, la ceinture de sécurité ne fonctionne plus, c'est tout à fait normal. Comme l'airbag, qui ne peut fonctionner qu'une fois et qui doit être remplacé. Et on a l'airbag qui est sorti du volant côté conducteur qui a très bien protégé les occupants. Donc on voit bien la différence entre l'Opel, un choc à 40 km/h sans ceinture de sécurité avec des blessures sur tous les occupants, et un choc plus rapide, plus violent, 50 km/h, mais avec des dispositifs de sécurité qui ont été utilisés, les ceintures de sécurité, l'airbag, et qui ont bien protégé les occupants à l'intérieur du véhicule. Plus de 380 tués sur les routes calédoniennes depuis l'an 2000. À qui le tour? Notre magazine touche à sa fin. Désormais, vous l'aurez compris, il faut absolument changer de comportement sur notre conduite. Car nous n'avons qu'une seule vie, alors profitons-en. Je vous remercie de nous avoir suivis sur NCTV. Et n'oubliez pas, soyez prudents sur la route. Merci de votre fidélité et à bientôt.